Chers amis, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à notre conférence Pourquoi la science suscite-t-elle la défiance et la technologie l'inquiétude? Alors c'est sur les paroles de Alphonse de Lamartine que je voudrais vous souhaiter la bienvenue. Je suis concitoyen de toute âme qui pense, la vérité c'est mon pays. Alors bienvenue et merci à Madame Caroline Lalanne, responsable du Centre Action Culturelle, d'avoir mis à notre disposition cet auditorium de la médiathèque Michel Sainte-Marie-Merniac. Alors c'est un grand honneur et un réel plaisir que j'ai, chers amis, de vous présenter notre orateur, Monsieur Bernard Chevassus-Aulouis. Bienvenue, cher Monsieur Chevassus-Aulouis, et merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes biologiste et écologue, vous avez occupé les plus hautes fonctions de l'INRA, le deuxième établissement public de recherche d'Europe, et vous avez été chercheur, directeur de recherche, chef de département de recherche hydrobiologie et faune sauvage, puis directeur général de 92 à 96. Et puis, vous avez été nommé président du Muséum national d'histoire naturelle de 2002 à 2006. Et depuis 2015, eh bien, vous êtes donc président de l'association Humanité et Biodiversité après feu Hubert Reeves. Et à de nombreuses reprises, nos responsables politiques, Kosciusko Morizet, Nathalie, Chantal Joanneau, Delphine Bateau ont fait appel à votre expertise. C'est donc avec plaisir et avec impatience, cher Monsieur Chevassus, que nous vous écouterons pour une bonne heure. Voilà. Après, hélas, on devra rendre la salle à 18h et donc, cher public, je vois que vous avez des questions certainement que vous allez poser. Et donc, on vous laissera, ne vous inquiétez pas, le temps nécessaire. Et puis, c'est avec plaisir donc que nous vous accueillons et qu'on t'accueille aussi, cher Olivier Le Gall, ancien directeur général, délégué aux affaires scientifiques de l'INRAE, Institut national de recherche pour l'alimentation et l'environnement, de 2013 à 2017, et président de l'Office français de l'intégrité scientifique de 2017 à 2023. Voilà, et bien, Monsieur Olivier assurera auprès de vous, cher Monsieur Chevassus, le rôle de Monsieur Loyal et animera le temps des questions à l'issue de cette intervention. Alors, merci infiniment, cher Olivier, d'avoir accepté d'animer cette conférence. C'est toujours un plaisir de t'accueillir pour la 3e fois à Culture et Société. Eh bien, sans plus tarder, je vous laisse la parole à vous deux et je vous demanderai, cher public, donc d'accueillir en applaudissant nos intervenants. C'est bon comme ça? Voilà. Donc, merci Mustapha. Merci Bernard d'être venu en terre bordelaise là nous discuter sur ce sujet qui est d'actualité et qui a souvent été d'actualité, toujours d'actualité et de plus en plus d'actualité. C'est un sujet qu'on a déjà traité il y a 2 ans, à peu près dans les mêmes termes, mais la façon de le traiter sera certainement différente. Et la confiance dans la science qui manque parfois, la confiance dans la technologie qui manque parfois, alors que dans le même temps, on voit que la technologie est de plus en plus partout et qu'au contraire, on lui fait de plus en plus confiance aveugle d'une certaine façon en s'inscrivant sur des réseaux sociaux et puis en laissant diffuser dans planète entière pour tous ceux qui veulent bien s'en servir et pas forcément dans des buts très avouables de nos données personnelles, par exemple, et tout ça. Là, ça, tout va bien. Mais quand on demande aux gens, avez-vous confiance dans la science, dans les technologies? Là, tout de suite, c'est non, c'est inquiétant, etc. Et donc, qui va traiter ce sujet, c'est un sujet qui, dans les
dans les domaines qui sont les nôtres, puisqu'on a eu la chance de diriger le même établissement à quelques années d'intervalle, qui sont les nôtres et qui aujourd'hui sont au cœur de grands défis sociétaux qui sont des défis planétaires sur comment est-ce qu'on va alimenter une planète avec 10 milliards d'habitants un jour sans complètement la surexploiter alors qu'on voit déjà qu'en étant un peu moins nombreux que ça on lui fait des dommages et qu'on en compromet l'avenir. Donc comment est-ce que on fait face à la crise climatique, comment est-ce qu'on fait face à la crise de la biodiversité, qui sont pas des crises, mais qui sont des changements profonds. Une crise, on peut la résoudre et puis ensuite on s'en sortira. Alors que là, peut-être l'éventualité existe qu'il y ait certaines parties du monde au moins qui s'en sortent pas. Et donc, comment est-ce que la science s'inscrit dans ce contexte-là? Est-ce que cette science, on peut lui faire confiance ou pas? On voit des comportements de plus en plus entre guillemets dénialistes, enfin qui anti-science, qui s'installe. Ça a toujours eu lieu, mais aujourd'hui il diffuse un petit peu plus. Je crois que tu vas nous parler de tout ça et puis ensuite on pourra le discuter avec l'audience. Tu verras qu'il est toujours très instruite et et qui pose des questions excellentes. Voilà. Je te laisse la parole. Nous, on reste là ou on descend? Bien, merci. Pour voir les diapos, ça sera mis en bas quand même. Ouais. Merci de cette invitation donc, à traiter ce sujet et puis merci de pouvoir venir et de retrouver pendant 2 ans pour ma carrière, des souvenirs. Alors l'exposé que je vais vous faire est doublement unique. D'une part parce que lorsqu'on m'a proposé de traiter ce sujet, j'avais jamais eu l'occasion de le maltraiter, et je me suis dit, c'est un beau défi de répondre à ce défi de traiter ce sujet. Et doublement unique parce que je suis sûr qu'après le débat que nous aurons après mon exposé, je le traiterai plus jamais de la même manière. Et donc, effectivement, c'est un événement qui n'aura ni commencement ni fin. Alors, je voudrais effectivement, avant de commencer à traiter le sujet, faire deux avertissements. Le premier, vous le connaissez, c'est que je ne peux pas avoir confiance dans la technologie. Bon, le premier avertissement, vous le savez, c'est que quand on pose une question à un scientifique, on croit toujours qu'il va vous apporter une réponse, mais généralement, il vous apporte 2 nouvelles questions en disant votre question est intéressante, mais elle en pose au moins 2 autres. Et donc, vous allez le voir, n'attendez pas trop que je vous réponde aux questions qui sont posées, mais seulement qu'à partir de là, je vous pose un certain nombre de nouvelles questions. Puis le deuxième avertissement, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film avec Belmondo qui s'appelait Itinéraire d'un enfant gâté, donc j'ai un petit peu paraphrasé pour dire Itinéraire d'un généticien gâté. Pourquoi? Parce que j'ai eu la chance quand même de parcourir ce qu'on appelle aujourd'hui, pour faire moderne, l'écosystème de la science, un peu dans tous les sens, en passant effectivement d'un certain nombre d'organismes, donc je les ai à peu près tous visités d'une manière ou d'une autre, et puis en côtoyant beaucoup de disciplines scientifiques diverses et variées. Et donc, ce que je vais vous montrer, je suis pas du tout un théoricien des rapports entre science-société, mais c'est effectivement au cours de cette balade que j'ai des observations, des choses à vous proposer et à partager avec vous, mais je vous présente pas, effectivement, je suis pas un philosophe des sciences, je suis pas épistémologue, donc c'est du vécu en essayant de le mettre en forme pour pouvoir discuter ce soir. Alors, je vous propose de faire trois temps dans cette réflexion. Le premier, c'est de s'interroger sur ce que j'appelle les 3 modes de connaissance. Et on va voir effectivement que, et ça sera peut-être un premier sujet de débat. Et puis ensuite, dans la deuxième partie, je traiterai la question d'une période où on a cru que l'un des modes de connaissance allait supplanter les autres. Et pour effectivement dire nous devons durablement, ou au moins enfin dans les années à venir, accepter que ça nous plaise ou non,
que les gens s'appuient sur différents modes de connaissance, dont la connaissance scientifique, et d'où effectivement ma dernière partie sur comment dans ce contexte on peut faire. Alors effectivement, qu'est-ce que j'appelle les modes de connaissance? Donc mettons-nous d'accord déjà sur la notion de connaissance. La définition que je vous propose, c'est de dire finalement la connaissance, c'est un mode de lecture ou de représentation au sens présenter à nouveau une image du réel pour le comprendre et agir éventuellement sur lui. Autrement dit, c'est des connaissances qui ont soit un aspect de connaissance pure, soit un aspect, disons, opérationnel, c'est-à-dire de voir si ce fameux réel qu'on vous représente, est-ce que cette représentation est opératoire. Et ce que je vous ai mis ici, c'est effectivement ce que j'appelle les trois modes de connaissance, à savoir le premier, c'est ce que j'appelle la révélation, c'est-à-dire qu'on peut se référer à une source externe qui va nous dire effectivement qu'est-ce que la connaissance, et j'utilise le mot révélation dans un sens très large, c'est-à-dire pas forcément des traditions religieuses et des livres, mais ça peut être des révélations profanes. Le petit livre rouge de Mao, auquel tout le monde se référait, eh bien, je le classe aussi dans les révélations. Donc, il peut y avoir effectivement des révélations profanes, mais le mode de connaissance de la révélation, c'est que par rapport à une question, eh bien, je peux consulter une source externe qui me dit que les choses sont comme ça et pas autrement, qui me dit que, par exemple, la Terre s'est créée en 7 jours, etc., et que c'est comme ça et pas autrement. Le deuxième mode de connaissance, c'est effectivement ce que j'appelle la connaissance empirique. Alors, il se trouve, et je suis pas schizophrène, que je suis à la fois président d'une ONG dans l'humanité de l'université et membre de l'Académie des technologies. Ce qui veut dire qu'effectivement, je vis, alors, pas mal, hein, ne vous inquiétez pas, mais effectivement, je vis dans ces deux planètes dans lesquelles on entend souvent des discours dans lesquels il faudrait choisir, autrement dit, qu'il y aurait un monde, effectivement, de ce qu'on peut appeler des connaissances empiriques ou la culture de la main, et puis un monde de l'écologie qui serait distinct. Et ces connaissances empiriques, eh bien, effectivement, c'est celles qui ont élaboré depuis la naissance de l'humanité toute une série de savoir-faire qui se sont révélés opératoires. Avec Alexis, on parlait beaucoup de bois ces derniers temps. Il y a la manière de travailler le bois, et j'en donnerai d'autres exemples. Mais c'est un exemple typique de connaissances qui sont accumulées par la culture de la main et qui ont appris effectivement comment on pouvait travailler. Et puis le troisième mode, effectivement, c'est le mode de la démonstration, c'est-à-dire c'est le mode de la connaissance scientifique dans lequel on va observer et faire des expériences et montrer effectivement qu'on peut faire des représentations qui sont opératoires, qui permettent de comprendre le réel. Et ce qu'on va regarder maintenant, c'est effectivement les relations qu'il y a eu au cours de l'histoire entre ces trois modes de connaissance auxquels les gens peuvent se référer. Alors le premier, c'est effectivement la cohabitation entre les traditions de révélation et les savoir-faire empiriques. Et la proposition que je vous fais, c'est que cette cohabitation, elle est ancienne, et on peut dire en termes évolutifs que ça s'est assez bien co-adapté. Pourquoi ça s'est assez bien co-adapté? C'est parce que effectivement, pour mettre en œuvre concrètement les modes de connaissance de la révélation, il fallait des technologies au sens large qui permettaient effectivement de les rendre opérationnelles. Alors, je vais vous donner un premier exemple. Ça, c'était une diapo que je présentais hier, qui était effectivement le fait que pour savoir ce qui dans la nature était bon ou pas bon, eh bien, Dieu, dans sa bonté, nous avait indiqué que, par exemple, les taches blanches de la pulmonaire, donc, étaient bonnes pour soigner la toux et autres maladies pulmonaires, que la mandragore était bon pour soigner la fertilité, du fait qu'elle représentait un humanoïde, ou que le gui était bon pour traiter contre les tumeurs. Autrement dit, il y avait cette théorie des signatures, et des revues qui se disent scientifiques comme Science et Avenir continuent à mettre dans leur publicité, si vous regardez bien, des choses qui découlent de la théorie des signatures. Par exemple, que bouffer des noix, c'est bon pour le cerveau, parce que quand on ouvre une noix, ça s'envoie au cerveau. Et pour dire en permanence à Science et Avenir que c'est un pur scandale, ils continuent à payer cette publicité à la con. Bon. Mais il n'empêche effectivement que cette théorie des signatures continue à exister. Un autre exemple, c'était effectivement toutes les techniques de divination.
c'est-à-dire le fait de dire comment on va pouvoir interpréter l'attention des dieux, etc. Et donc c'était effectivement, c'est par exemple ces voies de divination qu'on trouve dans l'ensemble de civilisations, qui étaient, puisque ça fait qu'on a mis longtemps à savoir où est-ce que l'âme pouvait bien se cacher. Et pendant un moment, on pensait que c'était pas que le foie était, parce que avec cette capacité de régénération, que le foie, c'était là qu'il y avait des tas de signes qu'on pouvait interpréter, d'où ces fois de divination. Alors il y a la numérologie, et j'aime bien rappeler que c'est pas parce que on parle en termes de chiffres qu'on fait de la science. La numérologie est un bel exemple, effectivement, dans lequel on manipule des chiffres pour, avec des calculs plus ou moins bizarres, dire que votre nombre d'Ariane est de temps. Bon. Et puis il y a aussi effectivement les signes de la nature. Et vous savez que chez les Romains, effectivement, les augures ou les hospices, eh bien, interprétaient le vol des oiseaux avant pour savoir si on pouvait partir en guerre ou pas. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a conservé dans notre vocabulaire cette référence. On dit on est placé sous de bonnes augures ou sur de bons auspices, donc on continue à faire référence à ces modes de divination. Et puis un mode de divination que j'aime bien d'une certaine manière, c'est, et qui existe encore aujourd'hui, c'est la civilisation des Lorons, dans lequel le sorcier recueille toutes les questions que les villageois se posent dans la civilisation de Lorons, et donc il va tracer sur le sable des tables de divination qui lui permettent de poser ces questions au renard de nuit. Donc il fait, vous voyez, il est en train de faire ces tables de divination, et il met un petit peu des trucs qui intéressent le renard aussi. Et la nuit, le renard vient et met ses pattes dans un certain nombre de ces endroits. Et le lendemain matin, le sorcier revient et lit le message du renard et dit, bon, bah, pour telle question, le renard a répondu que cela, etc., etc. Donc vous voyez qu'il y avait un savoir-faire empirique qui permettait de traduire la volonté des dieux ou autres dans, effectivement, des messages opérationnels d'une certaine manière. Donc, résumé de cette première partie, on peut dire que ces deux cohabitations entre la révélation et l'empirisme, c'était plutôt calme. Par contre, c'est nettement plus tendu au cours de l'histoire dans les relations entre la révélation et puis la connaissance scientifique. Et là aussi, je vais vous en donner quelques exemples. Alors bon, vous connaissez effectivement l'histoire de Galilée, donc je ne vais pas vous la refaire. Mais quand je parlais effectivement, et puis les problèmes qu'a eu Darwin avec l'homme descendu du singe, enfin, vous connaissez tout ça, mais je signale effectivement que parfois les totalitarismes, qui sont des révélations dans la définition, eh bien, sont tout aussi intransigeants pour dire que la science n'est pas bonne. Vous savez par exemple, et je dirais Dieu merci, que Hitler, considérant que la théorie de la relativité c'était de la science juive, eh bien, avait voulu développer de la Deutsche Physik, de la physique arienne, qui marchait pas, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a eu du mal à mettre au point des bombes atomiques. Parce que effectivement, et donc un autre exemple que vous connaissez aussi, eh bien, je vais en parler, ça sera Vavilov et la génétique prolétarienne, enfin. Mais avant, je voudrais vous raconter, vous connaissez peut-être l'histoire de Newton et de la lumière blanche. Vous savez que l'expérience du prisme de Newton, vous avez peut-être vu dans l'entrée d'ailleurs de la médiathèque, il y a des miroirs qui font un bel arc-en-ciel, là. L'expérience du prisme de Newton, c'était de montrer que la lumière blanche n'était pas pure. Autrement dit, qu'on pouvait la décomposer dans un spectre coloré. Or, pour la religion, le blanc, c'était le symbole de la pureté. Et Newton, quand même, qui faisait un peu attention, s'est dit, aïe aïe aïe, comment je pourrais justifier que la lumière blanche n'est pas pure? Et comme il était un peu alchimiste, il connaissait les symboles alchimistes et les planètes, il a dit, il faut que je retrouve le chiffre 7, qui était le symbole des 7 jours de la création, etc., des 7 planètes qu'on connaissait à l'époque. Et alors il a commencé à compter les couleurs. Alors il a dit, bon, il y a rouge, orange, jaune, bleu, vert, aïe aïe aïe, il m'en faut une 7e. Et il a inventé la couleur indigo. Il a inventé la couleur indigo parce que, en fait, si vous regardez des représentations des arcs-en-ciel avant Newton, vous avez ici 2 tableaux, un tableau de Rubens et un autre de l'école flamande. Regardez les arcs-en-ciel tels qu'ils sont peints sur les images de droite. Ils sont pas peints avec cette couleur.
Mais depuis Newton, tous les écoliers de France, quand on leur demande de dessiner un arc-en-ciel, prennent cette couleur. Et vous voyez effectivement que pour se réconcilier avec le caractère un peu hérétique du fait que la lumière... Et puis ensuite, Newton a une idée géniale, il a fait l'expérience du double prisme, c'est-à-dire qu'il a montré en fait que on pouvait recomposer de la lumière blanche avec ces 7 couleurs qui montraient bien que c'était vraiment un signe du ciel qui avait ces 7 couleurs symboliques et qui sont aujourd'hui effectivement considérées comme allant de soi, alors que vous êtes bien d'accord que ça c'est un spectre continu et qui a ni 5, ni 6, ni 7 couleurs, puisque c'est un spectre continu qui d'ailleurs va bien au-delà du. Alors venons-en au camarade Vavilov. Donc vous savez effectivement que il avait en face de lui Lysenko, et il se trouvait que Vavilov avait fait ses études de génétique en Grande-Bretagne, et donc il avait appris la génétique bourgeoise, et que le problème de la génétique, qu'elle soit bourgeoise ou pas, c'est que, en tout cas pour l'Union soviétique, c'est que si effectivement quand on mariait 2 communistes, ça faisait pas un communiste, c'était quand même un peu embêtant. Et donc Vavilov avait développé une sorte de théorie lamarckienne, qui a eu des conséquences catastrophiques d'ailleurs en agronomie, mais effectivement Vavilov, qui lui, face à Lysenko, comprenait pas bien pourquoi on lui cherchait des coups dans la tête, parce qu'il dit la génétique, c'est la génétique, c'est la génétique qu'on m'a appris. Eh bien, il a fini au Goulag en 43, parce qu'effectivement, on avait dit que ces théories n'étaient pas satisfaisantes. Donc, vous voyez effectivement quelques exemples de cohabitation un peu difficiles dans l'histoire. Et puis, venons-en effectivement à ces relations entre le mode de connaissance empirique et puis la science. Et là, effectivement, c'est un peu plus compliqué. Alors, je vous mets cette image des archers de Crécy. Vous savez que on s'est fait piler par les Anglais à Crécy, et parce que les archers anglais, ils avaient une connaissance empirique de la trajectoire optimale des flèches. Ils s'étaient entraînés. Et en fait, quand vous regardez les traités de dynamique aujourd'hui pour voir comment avoir l'angle optimal d'une flèche, eh ben, c'est assez compliqué à calculer. Et heureusement qu'ils n'ont pas entendu le calcul mathématique pour effectivement nous piler, enfin ou malheureusement d'ailleurs, mais effectivement ils avaient mis au point, disons, du calcul empirique de trajectoire des flèches. Un autre exemple, c'est la minéralogie. Les hommes ont commencé à tailler des pierres précieuses depuis belle lurette, donc ils avaient compris empiriquement ces notions de plan de clivage et donc de cristallographie. Et en fait, ce n'est que lorsqu'il y a eu effectivement une théorie de classification des cristaux, donc qui était liée à Louis, celui qui a beaucoup travaillé pour les aveugles aussi, il y a eu cette modélisation des plans de clivage des cristaux. Ça marche pour les cristaux, mais il y a encore des matières dans lesquelles l'empirisme joue. Récemment, je discutais avec un sculpteur sur pierre qui me disait qu'on lui avait appris à faire parler la pierre, c'est-à-dire à taper avant d'attaquer la pierre doucement et à entendre comment elle chantait, pour comprendre comment il allait pouvoir tailler et les précautions qu'il devait prendre. Et ça, s'il attend qu'on lui modélise le truc, il faut mieux qu'il fasse un double effet, quoi. Donc il y a encore effectivement des choses qu'on maîtrise pas forcément. Et puis, pour revenir à la génétique, eh bien, on peut dire que la théorie de la génération, eh bien, a mis très longtemps à se stabiliser, alors que la domestication des plantes et des animaux s'est faite depuis longtemps et avec des méthodes empiriques. Alors, je vous ai mis quelques exemples des théories de la génération. Cette fameuse expérience du petit caleçon des grenouilles qui montrait effectivement que le sperme était nécessaire au développement des œufs. Donc, ça, c'est Spallanzani, vous connaissez sans doute cette expérience. Cette fameuse histoire que, effectivement, la femme était secondaire par rapport à l'homme puisqu'elle était issue d'une côte d'Adam, et je tiens à vous dire que en fait c'est une erreur de traduction. Elle est née à côté d'Adam, elle est pas née d'une côte d'Adam. Donc elle est égale à l'homme, et elle n'avait pas besoin de le dire, quand même, faut le rappeler. Bon, et puis il y a eu les théories préformationnistes dans lesquelles, dans le spermatozoïde, avec les produits microscopes, on croyait voir un petit embryon, et que donc dans le petit embryon, il y avait un autre petit embryon, et donc que les générations étaient emboîtées jusqu'à la fin des temps. Donc il y a eu des tas de théories
Et pendant ce temps-là, les gens essayaient d'améliorer les plantes et les animaux sans avoir de théorie très élaborée. Un autre exemple que j'aime bien, c'est effectivement l'utilisation de la vapeur. En fait, les Grecs avaient compris la force motrice de la vapeur. Ils avaient construit des petits machins qui appelaient des éolites. Et puis on le sait moins, mais en 1680, vous savez qu'on avait envoyé les jésuites pour essayer de rencontrer et donc des gens aider à évangéliser la Chine. Et donc les jésuites avaient compris que pour impressionner les mandarins en Chine, il fallait montrer qu'on était savants. Et ce père jésuite belge avait fait tourner dans la cour de l'empereur de Chine un chariot à vapeur. Donc il avait bricolé pour montrer effectivement qu'il connaissait la puissance de la vapeur. Puis on connaît tous, là, vous le voyez encore visible au musée des Arts et Métiers à Paris, ce fameux fardier de Queneau, donc le premier véhicule automobile à vapeur. Et en fait, c'est seulement après tout ça qu'est née la thermodynamique. C'est-à-dire, effectivement, le premier traité qu'on considère comme les fondations de la thermodynamique, qui permet de comprendre comment se formait la puissance de la vapeur, eh bien, c'est 1823, donc c'est bien après tout ça. Donc, vous voyez que dans mes exemples, je crois que je ne sais plus s'il y en a d'autres après, non, ça sera autre chose, ça. On a effectivement une culture de la main, une culture empirique qui s'est développée indépendamment pendant longtemps de la science, donc qui effectivement ne découle pas forcément de la science. Et alors il y a des questions par contre dans lesquelles la science a apporté des choses tout à fait intéressantes, que vous avez en haut si vous êtes un peu amateur des ciels d'été, et que tous les soirs vous prenez une planète, mettons ça c'est la planète Mars, et que vous pointez sa position par rapport au fond fixe des étoiles. Vous obtenez effectivement cette petite figure dans laquelle, eh bien, c'est pour ça qu'on appelait ça les astres errants. Vous voyez que la planète se déplace dans un sens, revient dans l'autre sens, brutalement part dans l'autre sens, et depuis longtemps, les astronomes traçaient, au fil des nuits d'observation, ce qu'on appelle des épicycles, c'est-à-dire la trajectoire de ces astres errants sur le fond fixe des étoiles du ciel. Et ça, pour interpréter ça, c'était pas évident. Comment ça se fait qu'on ait des choses, par exemple, vous voyez que dans le cas de Mercure, c'est assez particulier, c'est ça. Et tout est devenu lumineux. Quand quelqu'un a dit, mais c'est pas compliqué, il suffit de penser que la Terre n'est pas au centre du système, mais que effectivement, toutes ces planètes, comme la Terre, gravitent autour d'une étoile qui est le Soleil, et compte tenu que la Terre et les autres planètes tournent plus ou moins vite, ça nous donne ces figures. Donc c'est devenu élémentaire avec effectivement cette vision héliocentrique, alors qu'avant, on était obligé d'utiliser ces observations très anciennes. Un autre exemple qui va nous amener un petit peu dans le vif du sujet, c'est ce que j'appelle la scandaleuse déconstruction de l'humus. Pourquoi j'appelle ça? C'est parce que pendant longtemps, on considérait que l'unicité des êtres vivants faisait que pour qu'un être vivant puisse perdurer, il fallait qu'il mange du vivant. On a dit que les animaux devaient manger de la matière organique, et donc on avait cette idée que les plantes aussi, pour se nourrir, devaient consommer de la matière organique. Et quand on consommait de la matière organique, c'était forcément dans le sol. Donc il fallait apporter du fumier, donc de la matière organique, pour que effectivement les racines des plantes puissent puiser dans le sol de quoi les nourrir. Et puis un certain nombre de farfelus, notamment Lavoisier, ont commencé à se poser la question en disant, donc voilà, peu de temps avant qu'il soit guillotiné d'ailleurs, et vous voyez ce texte, rapport sur la végétation. Il semblerait suivre de ces expériences que ce n'est pas par les racines que s'introduit le charbon, qui est donc le carbone, qui entre dans la composition des végétaux. Il reste à déterminer si, alors c'était joliment dit, comme il n'est pas sans vraisemblance, cette substance provient de la décomposition de l'acide carbonique, donc du CO2 qu'il y avait dans l'atmosphère. Et alors de Saussure, un peu plus tard, a enfoncé le clou. Il a fait une expérience extrêmement simple. Il a mis une plante avec les racines qui trempaient dans l'eau pure, il l'a pesée régulièrement, il a constaté que la plante prenait du poids. Donc ça veut dire que la croissance de la plante et le carbone qui lui servait à quelque chose
ne pouvait pas venir de l'eau, donc venait forcément de l'air, puisqu'à l'époque, le CO2, on ne pouvait pas le purifier. Et ça, effectivement, moi, je reste persuadé, n'ayant pas fait l'école d'agronomie, que si aujourd'hui, on prend des étudiants d'école d'agronomie et qu'on leur demande d'où vient le carbone des plantes, on aura une proportion non négligeable des étudiants qui disent que les plantes prennent le carbone dans le sol. Mais j'ai pas l'occasion de faire le test, mais si vous avez l'occasion de faire des exposés dans des écoles d'agronomie, vous m'envoyez les résultats. Et donc, pourquoi c'était scandaleux? Parce que ça montrait effectivement que les plantes pouvaient se nourrir sur de l'inerte. Elles n'avaient pas besoin de continuer cette continuité du vivant. Et donc, ça commençait à être un petit peu scandaleux. Donc, fin de cette première partie, ce qui me semble important, c'est que vous voyez que ces trois modes de connaissance ont existé depuis longtemps, ont eu des relations parfois conflictuelles, parfois complémentaires, mais la question c'est effectivement comment ça a évolué, et la deuxième partie c'est effectivement d'évoquer cette période dans laquelle on a cru que le mode de connaissance scientifique allait progressivement supplanter tous les autres. Autrement dit, on reconnaissait qu'il y avait eu différentes époques, mais que la connaissance scientifique, c'était la science supérieure, c'est-à-dire que c'était le mode de connaissance qui allait s'imposer progressivement. Alors, dans les héros de cette saga, donc c'est essentiellement au XIXe siècle, le premier, c'est le camarade Laplace, qui effectivement formalise le fait que la science, en développant des lois, a une capacité potentielle de prédiction infinie. Autrement dit, qu'on peut avoir un déterminisme absolu, et c'est ce fameux texte qui, alors je vous le lis, mais vous pouvez le dire, je pense, une intelligence qui, pour un instant donné, connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée, embrasserait dans la même formule tous les mouvements, rien ne serait incertain pour elle, et l'avenir comme le passé serait présent à ses yeux. Donc c'était vraiment la grande affirmation que la science potentiellement pouvait expliquer tout et même se projeter sur le très long terme. Un autre héros, si je puis dire, de cela, c'est le camarade Auguste Comte, avec sa fameuse loi des trois états. La loi des trois états, c'est chaque branche de nos connaissances est nécessairement assujettie dans sa marche à passer successivement par trois états théoriques. Donc, l'état théologique, qu'il appelait fictif dans son traité du positivisme, l'état métaphysique et enfin l'état scientifique. Autrement dit, on était dans une vision historique dans laquelle ces modes de connaissance étaient amenés à se succéder et à terminer par effectivement un mode de connaissance scientifique considéré comme tout à fait définitif. Et puis il y a aussi Pasteur, Pasteur qui effectivement refusait d'une certaine manière l'empirisme, et vous avez cette phrase que d'ailleurs on entend encore souvent dans la bouche de certains, il n'existe pas une catégorie de science auquel on puisse donner le nom de science appliquée, il y a la science et les applications de la science. Autrement dit, il affirmait très clairement que désormais, la technologie, d'une certaine manière, n'était qu'une application de la science, et désormais, c'était la science qui allait alimenter, effectivement, l'ensemble des connaissances nécessaires aux humains. Alors, pourquoi ça a commencé à ne plus tenir debout, si je puis dire? Eh bien, le premier, c'est effectivement la question du non-déterminisme. Et vous connaissez peut-être, je vous invite à aller voir parce que j'ai pas pris les vidéos de simulation, cette expérience toute bête qu'on peut voir aussi au Palais de la Découverte dans l'endroit, qui est l'exemple du pendule double. Donc, qu'est-ce qu'un pendule double? Vous avez un point fixe, un premier pendule, et au bout de la roue que vous avez ici, vous accrochez un deuxième pendule de taille à peu près égale, puis vous lancez le truc. Et alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. C'est-à-dire que la trajectoire du premier pendule, elle est là, et là, elle est parfaitement déterministe. Mais par contre, la trajectoire de cette boule, donc le bout du deuxième pendule, se lance dans des circonvolutions absolument incalculables, sauf par simulation numérique, et qui ont un comportement totalement chaotique. Autrement dit, les comportements chaotiques n'est pas forcément le fait de systèmes complexes. On peut avoir des systèmes simples,
Et vous savez, ben, c'est Poincaré qui l'a montré, que c'est la fameuse loi des trois corps, qu'on ne peut pas garantir la stabilité à long terme du système solaire. C'est-à-dire, quand on écrit les équations des planètes sur le système solaire, rien n'empêche mathématiquement qu'à un moment donné, l'une des planètes se tire et parte on ne sait trop où. Alors, comme les calculs ne sont pas solubles, disons analytiques, on a fait tourner les ordinateurs, et on sait que le système solaire est stable pour au moins 200 millions d'années, ce qui devrait vous rassurer. Mais effectivement, on est obligé sur le calcul pas à pas. On peut pas démontrer la stabilité du système solaire parce qu'effectivement, c'est des équations au carré, hein, la gravitation universelle, et ça peut pas se résoudre. Un autre exemple que j'aime bien et qui commence à alimenter notre question, qu'est-ce qui dérange dans la science? Eh bien, vous connaissez peut-être ce fait que, je l'ai évoqué pour l'héliocentrisme, eh bien, la science a assez souvent déconstruit des représentations que se faisaient les humains de leur statut, d'une certaine manière. Donc, successivement, la Terre n'est pas au centre du monde, ça c'est Galilée et puis Copernic. Ensuite, l'homme n'est pas le sommet de la création, donc c'est Darwin et l'évolution, etc. Donc il y a eu effectivement cette impression, et quand on regarde les actes du procès du singe à propos de Darwin, on voit bien à quel point il y a une hostilité au fait de déstabiliser les représentations du monde qu'ont les gens. Je vous donne un exemple dans mon association. On essaye de se battre depuis pas mal de temps pour dire qu'il n'y a pas de raison biologique de dire que le statut d'un animal sauvage soit différent du point de vue de la maltraitance qu'on peut lui apporter, soit différent suivant qu'il est domestique ou sauvage, et qu'il n'y a pas de raison biologique pour dire qu'un loup peut être traité différemment d'un chien, un renard différemment d'un chat, etc., etc. Mais les juristes, eux, continuent à dire que oui, mais dans un cas, c'est des objets appropriés, qui vont être propriétaires, et il faut donc les protéger parce qu'ils sont la propriété de quelqu'un. Alors que ceux qui ne sont pas appropriés, donc ce que les juristes appellent res nullius, eh bien, ils n'ont pas de propriétaire, donc il n'y a pas de dommage au bien. Et dans des débats à l'Assemblée, eh bien, j'ai entendu dire des députés qui disent, mais si on continue à dire que ces animaux sauvages sont comme des domestiques et qui sont proches de nous, ça va nous dévaloriser, nous. Donc, effectivement, l'impression que se faire ravaler au statut d'une espèce ordinaire est perçu comme une dévalorisation des humains. Et donc, voilà. Donc, je le dis comme ça. Alors, Bouvard et Pécuchet, pourquoi? Eh bien, c'est parce que vous connaissez peut-être ce texte que j'adore, de Bouvard et Pécuchet dans Flaubert, qui font de la chimie. Et alors, il y a ce texte qui dit « Quelle merveille que de retrouver chez les êtres vivants les mêmes substances que celles qui composent les minéraux. » Mais la deuxième partie de la phrase, et c'est là qui m'intéresse, c'est « Néanmoins, ils éprouvaient une sorte d'humiliation à l'idée que leur individu contenait du phosphore, comme les allumettes, de l'albumine comme les blancs d'œufs et du gaz hydrogène comme les réverbères. » Autrement dit, le fait, et vous savez qu'Hubert Reeves, avec Poussière d'étoiles, d'une certaine manière, a repris ce thème que les molécules et les atomes qui, à un moment donné, nous composent, vous et moi, eh bien, ont été autrefois dans une méduse, dans un dinosaure ou dans un astéroïde. Et donc, effectivement, c'est toujours les mêmes atomes qui tournent. Mais il y avait cette désillusion quand même, si nous sommes faits des mêmes atomes que les réverbères, c'était gênant, quoi. Et puis, toujours dans les énoncés qui dérangent, alors j'ai pris ce film de Al Gore, le titre d'une critique qui dérange, c'est assez emblématique. Effectivement, on se rend compte que on a, et de plus en plus, ce que j'appelle des énoncés de la science qui sont contraires au bon sens. Et par exemple, quand on essaye d'expliquer aux gens que l'intégration quantique, c'est-à-dire que deux particules restent en interaction même lorsqu'elles sont séparées, et séparées par une distance qui peut être immense, on a beau montrer qu'il y a des expériences qui ont maintenant montré que c'était pas uniquement de la théorie, mais qu'il y avait effectivement inséparabilité des particules quantiques. On a beau dire que les premiers essais d'ordinateurs quantiques sont basés sur ce principe, eh bien c'est vraiment contraire au bon sens qu'il puisse y avoir cette intrication. De même, quand on vous dit si on prend tous les atomes de l'univers et qu'on supprime toutes les distances
entre les particules élémentaires, l'ensemble de l'univers tient dans un dé à coudre. Autrement dit, que la partie matière de la matière, si je puis dire, eh bien, était, dans la théorie du Big Bang, tenait effectivement dans un dé à coudre. Bon, c'est impossible à imaginer. Alors, je ne vous parle pas du mur de Planck parce que je serais incapable de vous en parler, mais c'est un autre exemple, effectivement, dans lequel on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que nous raconte Planck en disant que le temps n'existait pas avant 10 puissance moins 43 secondes. Bon, je vous laisse réfléchir à cette question. Bon. Et puis alors sur les vérités qui dérangent, c'est ce qu'on raconte aujourd'hui, sur, Olivier l'a dit, que nous sommes sur une petite planète dont les ressources sont limitées, et il va falloir faire attention aux ressources de cette planète. Et nous ne sommes plus dans un grand univers où on avait toutes les ressources qu'on voulait et qui étaient inépuisables. Le recul de la science toujours, eh bien, c'est effectivement le fait que la science, eh bien, n'a pas pu prévenir effectivement un certain nombre de risques. Donc, les scandales successifs sur le sang contaminé, les débats sur les polluants sur le sang contaminé, l'amiante, etc. Et puis toutes ces interrogations sur les technologies qui interrogent. Donc, on a parlé des OGM, mais il y en a d'autres. Et puis, il y a le fait que la médiatisation d'un certain nombre de controverses scientifiques fait que on a beau expliquer que la science se construit en permanence justement à travers des controverses de gens qui ne sont pas d'accord, qui disent bon, eh bien j'y reviendrai, mais pour le commun des mortels, le fait que des scientifiques ne soient pas d'accord entre eux est perturbant. Autrement dit, c'est dire oui, mais comment ça se fait que vous n'êtes pas d'accord entre vous? Et on a beau leur dire, on passe notre temps à pas être d'accord entre nous, c'est comme ça qu'on fait de la science. C'est pas compris par les gens. Autre aspect effectivement qui fait que la science toute seule recule un peu, c'est ce que j'appelle le retour de l'empirisme, c'est-à-dire le fait que pour un certain nombre de questions compliquées, eh bien on est obligé, alors je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça, mais par exemple quand on fait maintenant ce que j'appelle l'empirisme 2.0, c'est-à-dire quand on fait des jumeaux numériques d'un ensemble d'objets, ça peut être des avions, ça peut être des turbines, etc., et qu'on teste sur ces jumeaux numériques, eh bien, est-ce que l'avion va tenir en vol quand on lui impose un vent numérique également de ceci et cela, ou des turbulences et autres? Ben, c'est de l'empirisme 2.0, c'est-à-dire qu'on ne peut pas effectivement calculer la stabilité du système et on expérimente de manière empirique sur des modèles numériques plus ou moins représentatifs. Alors heureusement ça marche, peut-être pas toujours, mais enfin ça marche à peu près. Mais il faut bien voir que l'intelligence artificielle, c'est aussi quand même basé essentiellement sur des multiples corrélations qu'on essaye d'établir, et puis à partir de là, on essaye d'en déduire des prédictions, mais c'est quand même ce que j'appelle de l'empirisme 2.0. Alors ça, je vais le passer parce que ça serait un petit peu trop long. Ça, je le passe. Et j'en viens effectivement toujours dans le recul de la science à un autre phénomène que je trouve important, c'est effectivement ce qu'on appelle les pseudosciences. Alors les pseudosciences, je vous donne quelques exemples. Donc la science des bosses du crâne, la phrénologie, dans lesquelles on pouvait, en palpant le crâne des gens, décider s'il avait la fameuse bosse des maths, vous connaissez tout ça. Et donc il y avait des cartes de phrénologie. La cryptozoologie, qui s'intéresse effectivement à l'existence d'animaux dont on raconte qu'ils pourraient exister, donc comme Nelly demande du Lochner, l'ufologie, qui s'intéresse aux objets extraterrestres, mais un certain nombre de gens considèrent que il y a une limite nette entre les pseudosciences et les sciences. Et donc, vous avez une table, effectivement, de l'Association française pour l'information scientifique qui vous propose, effectivement, des règles pour discriminer des sciences et des pseudosciences. Moi, je suis pas très à l'aise avec ça, parce que si on prend l'histoire des sciences, eh bien, on voit que ce qu'on appelle maintenant des pseudosciences, à un moment donné, ont eu des statuts de science. La phrénologie a eu une heure de gloire, de même que la théorie que la taille du crâne était une indication d'intelligence. La preuve, c'est que les femmes avaient une tête plus petite. Ça, c'est Broca qui l'a dit. Bon. Et alors, en plus, une petite anecdote,
quelqu'un, donc à la faculté de médecine, dit « Oui, mais monsieur Broca et Descartes ». Ah, alors, qui a le crâne de Descartes? C'était le Muséum national d'histoire naturelle, nous avons le crâne de Descartes. On a cherché le crâne de Descartes. Alors, on amène le crâne de Descartes, et c'était un petit crâne. Un petit crâne. Et monsieur Broca, mauvais joueur, dit « Est-on bien sûr que c'est le crâne de Descartes ?» Bon, donc si, alors non, il n'est pas en exposition publique, mais si vous avez l'occasion de voir ce crâne de Descartes, en plus ceux qui ont possédé ce crâne de Descartes ont tous signé qu'ils avaient été propriétaires, donc on connaît bien. Autre exemple qui me semble témoigner de cet éloignement éventuel, c'est effectivement le fait que les objets techniques deviennent de moins en moins méprisables. Et vous avez mis, par exemple, tout le monde ayant un vieux vélo était capable de le démonter complètement, de changer les rayons, de changer la chambre à air, éventuellement de changer le dérailleur. Quand vous êtes face à un dérailleur de vélo moderne, eh bien aujourd'hui on amène son vélo en révision chez Decathlon, parce qu'effectivement s'attaquer à un machin comme ça, on ne sait pas faire. Et de même, je vous ai mis le capot, quand on aurait le capot d'une bonne vieille de chevaux, a priori, on repérait assez rapidement ce qui se passait. Aujourd'hui, quand vous tombez en panne en voiture, si vous voulez frimer un peu avec votre passager, vous ouvrez le capot quand même, mais ça c'est un geste magique en disant quand je vais ouvrir le capot, peut-être que le moteur va, etc. Mais vous êtes incapable effectivement de faire quelque chose, quoi. Donc c'est un geste résiduel, mais qui n'a plus aucune valeur, quoi. Donc ces objets sont devenus difficilement compréhensibles. Et puis je vous ai mis effectivement cette image. Supposons qu'un anthropologue dans 5000 ans fouille des restes de nos civilisations disparues et trouve effectivement le fait que les humains de cette époque travaillaient essentiellement avec des boîtes qui avaient des touches. Alors, comment faire une typologie des boîtes qui ont des touches? On pourrait par exemple dire il y a les boîtes à une touche, les boîtes à 2 touches, les boîtes à 3 touches, etc. Mais effectivement, ces objets qui sont en fait des objets de médiation avec ces objets techniques que je viens d'évoquer, eh bien, de plus en plus, on travaille avec ces boîtes à boutons. Bon. Et on travaille tellement avec ces boîtes à boutons qu'elles sont devenues des médiations nécessaires avec l'objet technique qu'on ne maîtrise plus. Puisque même un garagiste professionnel aujourd'hui, quand vous lui donnez sa voiture, il sort son ordinateur pour demander à l'ordinateur de la voiture qu'est-ce qui ne va pas. Et donc ça veut dire que les objets techniques deviennent nécessaires comme objets de médiation avec des objets techniques qu'on ne comprend plus. Et donc cette notion de perte de maîtrise, à mon avis, encourage ce que j'appelle la pensée magique. Autrement dit, comme on ne sait pas faire et qu'on ne comprend pas, eh bien on a des comportements du genre, vous avez tous engueulé votre ordinateur, je suis sûr. Potentiellement, on dit, mais allez, tu vas comme bien démarrer, quoi. Bon, puis alors on rallume, on éteint. Enfin, on a des comportements de type Shadok, et on dit, il y a une chance sur 1000 que ça marche, donc je vais essayer 1000 fois, etc. Mais on a perdu la maîtrise de ces objets, quoi, donc, qui deviennent, qui nous sont étrangers. Et puis, dernier élément de déstabilisation, il y a le retour de ce que j'appelle le religieux 2.0. Alors, le religieux 2.0, c'est par exemple un chercheur du CNRS qui a prétendu avoir visité toutes les planètes du système solaire et qui avait fondé une secte. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire. Et puis, il y a la scientologie, l'église de la scientologie, qui, pour une somme non négligeable, pouvant l'électromètre de votre tension spirituelle, et ça marche fort, l'église de la scientologie, c'est quelque chose qui tombe. Donc effectivement, il y a un retour du religieux. Et puis un autre exemple, notez bien qui est l'un des auteurs ici, Monsieur Michel Bolloré. Bon, donc vous avez tous vu ça dans le métro. Et je vous ai mis ici la 4e de couverture, et qui me semble intéressante, j'y reviendrai, c'est ces connaissances nouvelles, alors dont il parle, donc la relativité, etc., sont venus dynamiter les certitudes ancrées dans l'esprit collectif du XXe siècle, au point que l'on peut dire aujourd'hui que le matérialisme, qui n'a jamais été qu'une croyance comme une autre, est en passe de devenir une croyance irrationnelle.
Alors, je vous invite à méditer quand même cette phrase, mais je vais y revenir tout à l'heure. Donc, effectivement, il y a ce courant de rejustifier le religieux comme supérieur, effectivement, de reprendre la main et d'instrumenter la science et d'instrumentaliser même la science pour effectivement dire que c'est comme ça qu'il faut penser. Et ça veut dire que parfois on est amené à mettre sur le même pied d'égalité les différents modes de connaissance. Vous avez ici un sondage, c'est un article du Point 2019, qui compare trois théories. Alors vous avez donc, je vous le lis ici, ici c'est un sondage aux États-Unis depuis 1983. En rouge, c'est le pourcentage de gens adhérant au créationnisme. Dieu a créé les hommes tels quels. Donc ça, c'est la courbe rouge. Vous voyez que ça, bon, c'est à peu près stable. Ensuite, en jaune, il y a le pourcentage adhérent au dessein intelligent, l'évolution de l'homme. Donc on admet l'évolution de l'homme, mais l'évolution de l'homme a été orchestrée par une entité supérieure. Et vous voyez que ça monte là, le destin intelligent. Et puis, pourcentage adhérent à la théorie scientifique de l'évolution. L'évolution de l'homme a obéi à des règles naturelles comme les autres espèces. Et ça s'améliore un peu. On est passé de 9 à 22%. Mais vous voyez que, d'une part, ces théories, et je vais y revenir, tout ça sont considérés comme des théories équivalentes. C'est trois théories sur d'où vient l'homme. Et c'est là qu'on va être amené à réfléchir un petit peu là-dessus. Une petite anecdote sur le dessin intelligent que je vous livre, parce que le dessin intelligent, c'est cette théorie que l'intelligence supérieure a orchestré l'évolution de l'homme. Et donc, dans cette théorie, on dit, c'est parfaitement vrai que Noé a vécu 700 ans. Et je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez qu'en génétique, au bout des chromosomes, il y a ce qu'on appelle les télomères, et au fur et à mesure du vieillissement, les télomères raccourcissent, et donc c'est un signe de vieillissement. Donc Dieu avait créé un premier homme avec des grands télomères, et puis il a vu qu'il vivait longtemps, et il s'est dit non, c'est peut-être un peu trop long. Donc comme il avait le bouton du coefficient d'activité de la télomérase, qui est l'enzyme qui raccourcit les télomères, il a un petit peu tourné le bouton, et puis il l'a calé sur 90 au lieu de 700. Ben voyons. Fastoche, vous voyez, bon, pas de problème. Donc vous voyez effectivement qu'on peut avoir réponse à tout, c'est des théories qui ont un pouvoir explicatif de représentation. Alors j'en viens à ma dernière partie, je vous laisse un peu languir, sur comment on peut faire si on admet que ces trois modes de connaissance, il faut faire avec durablement avec des gens qui vont s'inspirer de ces différents modes de connaissance pour dire moi je pense que les choses sont comme ci et pas comme ça, etc. Et j'ai mis cohabitation paisible, c'est-à-dire comment faire effectivement pour qu'on respecte à la fois le recours à ces modes de connaissance, mais que quand même on ne se laisse pas marcher sur les pieds. Alors, la première chose, c'est effectivement de bien délimiter qu'est-ce que c'est que la science et de le défendre de manière à la fois fière et modeste. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je me dis parfois que de même qu'il y a une gay pride ou une animal pride, il faut faire une science pride un jour en défilant dans les rues. Donc, il faut affirmer qu'est-ce que c'est que les principes de la science, reconnaître que on peut les accepter ou pas, mais ne pas prétendre faire de la science quand on répond pas à ces principes. Alors, qu'est-ce que c'est que les principes de la science? Un petit peu d'épistémologie. Le premier, c'est ce qu'on appelle le matérialisme méthodologique. Et c'est là, effectivement, que le livre de Bolloré est particulièrement pernicieux, c'est que la science n'est pas philosophiquement matérialiste, mais elle l'est méthodologiquement. C'est-à-dire qu'elle se donne comme postulat de n'expliquer ce qu'on observe que par des causes de même nature. Donc, si c'est un phénomène matériel, on l'explique avec des causes matérielles. Mais ça, c'est le postulat, c'est-à-dire qu'on ne fait pas référence à une entité supérieure pour expliquer des phénomènes matériels. On ne nie pas l'existence éventuelle de certains qui croiraient à des entités supérieures, mais on dit seulement que le projet scientifique explique les choses par des phénomènes de même nature. Et c'est là que le bouquin de Bolloré est pernicieux, parce qu'il confond matérialisme philosophique, l'athéisme d'une certaine manière,
et le matérialisme méthodologique qui est celui de la science. Alors, un exemple qui illustre bien ça, c'est ce fameux dialogue entre Napoléon et Laplace, entre le petit camarade Laplace. Donc, Monsieur Napoléon, qui était membre de l'Académie des sciences, on vous le rappelle, dit, mais Monsieur de Laplace, je ne trouve pas dans votre système mention de Dieu. Et Laplace, alors dans certains textes, vous verrez une autre phrase qui est Laplace lui répond, Sire, je n'ai pas besoin de cette hypothèse. Mais le texte précis est un peu plus fin que ça. Hein. Laplace, lui, et là c'est quand on regarde les comptes rendus, hein, cette hypothèse, Sire explique en effet tout, mais ne permet de prédire rien. Parce que si c'est un être tout-puissant qui fait ce qu'il veut, c'est un peu limite. Et en tant que savant, je me dois de vous fournir des travaux permettant des prédictions. Alors, ça, vous savez, au début, il était très revendicatif sur sa capacité à prédire. Mais effectivement, cette idée de dire, voilà, je suis matérialiste du point de vue explication, et puis ensuite, si vous voulez en rajouter d'autres, si vous voulez penser que les arbres ont une âme, ou que sais, vous avez le droit, mais c'est pas, vous faites référence à des entités d'ordre supérieur. Le deuxième principe qui est plus compliqué, c'est le principe de parcimonie. Le principe de parcimonie, c'est le principe d'économie d'hypothèse, c'est-à-dire on va essayer d'expliquer le maximum de choses avec le minimum de lois. Et donc, effectivement, c'est par exemple les physiciens qui, depuis toujours, cherchent à la grande unification, c'est-à-dire de réunir dans une même loi globale les lois de la gravité universelle, etc., et les différents modes d'attraction entre les particules. Et alors, ce qui me semble important de souligner, parce qu'on le dit pas souvent, alors, vous savez que le point de départ, c'était Occam, hein, c'est pour ça qu'on appelle ça le rasoir d'Occam. Pourquoi le rasoir? C'est parce que il fallait éliminer toutes les hypothèses inutiles. Hein. Donc ça, c'est vieux, hein, le rasoir d'Occam. Et donc, la formulation initiale, c'est les multiples ne doivent pas être utilisés sans nécessité. Autrement dit, il faut aller au plus simple pour expliquer les choses. Mais ce qui est important, et on le dit moins, c'est que la parcimonie a un fondement métaphysique. Et ça, c'est Malebranche. Alors, je vous le dis parce que c'est écrit en petit, mais le raisonnement de Malebranche, c'est celui-là. Un excellent ouvrier doit proportionner son action à son ouvrage. Il ne fait point par des voies fort composées ce qu'il peut exécuter par de plus simples. Il n'agit point sans fin et ne fait jamais d'efforts inutiles. Donc, il faut conclure de là que Dieu, donc, qui est un excellent ouvrier, découvrant dans les trésors infinis de sa sagesse une infinité de mondes possibles, s'est déterminé à créer celui qui aurait pu se produire et se conserver par les lois les plus simples. Et donc, si on veut expliquer ce monde tel qu'il a été créé, eh bien, comme il obéit aux lois les plus simples, il faut l'expliquer par les lois les plus simples. Donc, effectivement, il faut se dire que ce principe de parcimonie, il est constitutif de la démarche scientifique, on essaye toujours d'expliquer par un nombre minimum de lois, mais il se réfère quand même à une certaine métaphysique implicite. Et alors, l'autre limite du principe de parcimonie, c'est effectivement ce que j'appelle les risques d'acharnement contre de nouvelles théories. Autrement dit, que quand on a quelqu'un qui va sortir une nouvelle théorie, eh bien, on lui dit, oui, mais ça, on n'a pas besoin de cette hypothèse, ou tant que vous ne l'avez pas démontré avec des lois existantes, on n'y croit pas. L'exemple que je trouve intéressant, c'est par exemple la dérive des continents, quand Wegener remarquait que l'Amérique du Sud s'emboîtait dans l'Afrique, et que les faunes de part et d'autre étaient quand même très similaires. Comme il n'avait pas de loi explicative de cette dérive, il a fallu très longtemps avant qu'on accepte ce principe de la dérive des continents. Et puis, l'autre chose que j'ai personnellement rencontré dans un certain nombre de cas, c'est ce qu'on appelle le totalitarisme disciplinaire. C'est-à-dire la volonté d'une discipline donnée, à un moment donné de son histoire, de vouloir tout expliquer à elle seule. Et on peut dire effectivement que à un certain moment de l'histoire, c'était au moment de Galilée par exemple, les mathématiques revendiquaient le fait de pouvoir à terme tout expliquer. Mais des disciplines qui passent par une période totalitaire, c'est une tentation qui nous guette tous. À un moment donné,
Rappelez-vous un bouquin sur le tout génétique, on voulait tout expliquer par la génétique, l'économie qui voulait tout expliquer par l'économie, la neurobiologie aujourd'hui qui prétend expliquer toutes les sciences de l'éducation, etc., etc. Et donc, le risque de dire, ben moi, au titre de la parcimonie, je peux tout expliquer avec ma seule discipline, c'est quelque chose qui nous guette tous, et même l'écologie peut être potentiellement totalitaire en disant, moi, je peux tout expliquer avec les lois de l'écologie. Donc, effectivement, à vouloir trop limiter les hypothèses, eh bien, on peut effectivement aller un peu trop vite. Et puis, le troisième principe, qui est quand même peut-être le plus important, c'est la confrontation au réel, c'est-à-dire le fait d'être capable de formuler une hypothèse, et ça tout le monde peut en formuler, mais ensuite de dire, compte tenu de cette hypothèse, eh bien, voici quand je vais faire une expérience que je vais observer. Et donc ça, c'est Karl Popper, ce qu'on appelle la réfutabilité, mais la difficulté de ce principe, c'est qu'il faut justement imaginer cette expérience décisive, c'est-à-dire une expérience dont le résultat va éventuellement invalider votre hypothèse. Or, raisonnons entre nous pour ceux qui sont chercheurs, le nombre de fois où on fait une expérience qui, si on fait des calculs statistiques élémentaires, n'a aucune chance ou une très faible chance d'invalider l'hypothèse que vous faites, et dans lequel on conclut je confirme mon hypothèse, mais en fait vous confirmez rien du tout, puisqu'il n'y avait aucun risque de l'invalider. Bon. Et donc, construire effectivement ce que Popper appelait des hypothèses décisives, c'est-à-dire des expériences suffisamment puissantes qui effectivement permettront de dire non, effectivement, je réfute l'hypothèse que j'ai formulée, c'est pas si simple dans la pratique quotidienne des sciences, quelle qu'elle soit. Donc, cette confrontation réelle est aussi une question pas facile. Donc, ça, c'est mon premier principe qui était effectivement d'affirmer, voilà, la connaissance scientifique, voilà comment on la construit, et donc, quand vous me sortez d'une théorie créationniste et autres, eh bien, moi, je veux bien, mais faites-moi une hypothèse et avec une expérience décisive qui me permette de savoir si vous avez raison ou pas. Voilà. Bon, donc c'est quand même à rappeler sans cesse, y compris quand on enseigne les sciences aux enfants et aux étudiants. Deuxième proposition qui va peut-être vous choquer, c'est celle-là, c'est de dire qu'il faut accepter d'être co-responsable entre sciences et technologie, c'est-à-dire même si effectivement j'ai montré que ces deux types de connaissances étaient une longue histoire d'indépendance, je pense qu'aujourd'hui il faut pas jouer à l'hypocrite. C'est-à-dire, lorsque, par exemple, on va améliorer avec la science des moyens de transport, comme l'aviation ou les bateaux à voile, puisque c'est à la mode avec le Vendée Globe, on va dire, vous voyez quand même qu'est-ce que la science est puissant, et vous voyez bien que la technologie doit découler de la science, etc. Et puis, quand la même science est mobilisée pour améliorer, si je puis dire, un certain nombre d'autres choses, par exemple, lorsque Lavoisier a travaillé sur la fabrication du salpêtre pour faire davantage de poudre noire pour les gaz révolutionnaires, quand Haber a mis au point la synthèse des nitrates et donc qui ont permis de multiplier d'une manière énorme les capacités de destruction, et puis enfin quand Oppenheimer était associé à la bombe atomique, j'en dis ah oui, mais ça c'est pas de la science, c'est de la technologie. Et je vous donne juste un exemple quand même parce qu'il est impressionnant. Ça fait que en une journée de bataille de Verdun, donc en utilisant effectivement les explosifs à la poudre blanche, c'était autant de poudre que la totalité de toutes les guerres révolutionnaires. Autrement dit, ce qui faisait la limite de ces guerres d'autrefois, c'est qu'il fallait accumuler suffisamment de poudre noire dans les salles pétrières pour pouvoir faire la guerre, et tant qu'on n'avait pas suffisamment de poudre, ça limitait quand même un petit peu les dégâts, tandis que là, on a... Et donc, ce que je veux dire, et ça, je pense que vous l'avez entendu, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un succès, on dit, vous voyez bien que la science, quand même, les technologies maintenant ont besoin de la science, mais quand il y a des trucs qui marchent un peu moins bien, on dit, ah oui, mais ça, c'est pas nous, ça, c'est les technologues, et on n'y a pas fait, on n'y est pour rien. Et puis, j'en viens à ma troisième, et ça va se terminer, mais qui va vous sembler assez évidente, c'est effectivement qu'il faut continuer, et puis vous êtes là ce soir pour le faire, à mettre la science et les technologies à la fois en culture et en débat. C'est-à-dire que ça passe partie de la culture des gens, mais aussi qu'on accepte de les mettre en débat.
Donc par rapport à ça, juste trois remarques, ce que j'appelle trois écueils à éviter et puis trois pistes à explorer. Le premier écueil à éviter, et là aussi je le vois souvent dans les discours sur la culture scientifique, c'est il faut éviter de confondre l'intérêt pour la science et l'attractivité des carrières scientifiques. C'est-à-dire que souvent, quand on dit à un ministre de la Recherche, surtout quand il vient pas du monde de la recherche, dit il faut absolument encourager la culture scientifique parce que il y a moins d'écoles d'étudiants qui veulent faire chercheurs. Bon, où ça intéresse moins. Je pense qu'il faut vraiment séparer les deux. Séparer les deux. La culture, c'est une raison propre. Quand on éduque des gens au sport ou à la musique ou autre, c'est pas forcément pour en faire des musiciens professionnels ou des sportifs professionnels. Autrement dit, quand on emmène des gamins dans des musées pour apprendre à apprécier la peinture, etc., c'est pas forcément pour en faire des peintres. Donc il faut vraiment revendiquer que la culture scientifique, c'est une dimension de la culture, donc on doit développer la culture pour que les gens comprennent effectivement ce que fait la science, au même titre qu'on apprécie davantage la musique quand on a une culture musicale, etc., etc. Mais arrêter de dire que ne pas instrumentaliser la science en disant il faut vraiment que ça parce que et vous êtes bien placé à la salle pour le savoir, les questions de l'attractivité des carrières scientifiques ont bien d'autres déterminants que le fait d'être intéressé à la science ou pas. Il suffit, comme on le dit, de regarder son bulletin de salaire en fin de mois pour effectivement comprendre aussi que l'attractivité, parfois, elle peut être bonne le premier du mois et un peu moins bonne le 31. Donc premier écueil à éviter. Deuxième écueil à éviter, c'est de bien distinguer le caractère scientifique d'une hypothèse avec le caractère scientifique de celui qui l'émet. Alors je vous prends un exemple. Dans ma carrière, on m'avait demandé de faire un rapport sur les causes de prolifération des algues vertes en Bretagne. Alors au début, j'avais dit mais pourquoi on ne sait pas pourquoi il y a des algues vertes en Bretagne? Il me dit on voudrait quand même un rapport. Donc, je dis je vais faire un scientifique. Bon. Et donc j'avais réuni tous les gens du débat assez passionné et dit quelles sont vos hypothèses sur les causes de prolifération des algues vertes en Bretagne? Et donc il y avait des gens divers, des agriculteurs, des écoliers, etc., qui me disaient voilà, à mon avis, je pense que c'est parce que les nitrates, ils viennent pas de la terre, ils viennent de la mer, etc. Enfin, ils étaient assez imaginatifs. Et donc, moi, ce que j'avais dit, c'est, je me fiche de savoir si celui qui me parle, c'est un scientifique ou pas un scientifique. Je regarde si son hypothèse est une hypothèse scientifique, c'est vrai qu'elle peut être testée avec des expériences ou des données. Et ça, c'est important parce que c'est un tableau à double entrée. Hein. Un scientifique peut très bien émettre des hypothèses non scientifiques, ça peut lui arriver, surtout quand c'est pas dans son domaine de compétence. Et inversement, un profane peut très bien formuler une hypothèse qui a un caractère d'hypothèse scientifique. Donc ne professionnalisons pas le droit à émettre des hypothèses et acceptons toutes les hypothèses d'où qu'elles viennent, pour peu qu'elles aient effectivement un caractère scientifique. Et puis le troisième point, c'est effectivement de rompre avec ce qu'on appelle parfois le modèle diffusionniste, c'est-à-dire les gens sont contre quelque chose parce qu'ils n'en savent pas assez. Par exemple, ça a été un des éléments du débat sur les OGM, en disant mais les gens savent même pas qu'il y a de l'ADN dans les tomates. Donc on va leur expliquer quand même qu'il y a de l'ADN dans les tomates et c'est sûr qu'ils seront d'accord avec les tomates OGM. Et donc ce modèle, on le voit aussi, cette idée que si on explique aux gens, eh bien ils deviendront peut-être davantage d'accord avec les technologies. Or, il y a eu des expériences empiriques, par exemple sur le nucléaire aux États-Unis, qui montrent que effectivement le niveau de connaissance des technologies nucléaires chez les opposants était plus élevé que chez les ignares. Bon. Alors, n'en déduisez pas qu'il ne faut pas faire de la culture scientifique, hein, mais si on pourra en déduire effectivement qu'il faut mieux les garder ignares pour qu'ils soient davantage d'accord avec les technologies. Mais en tout cas, ne croyons pas que la réticence des citoyens est soluble dans l'information. Ils ont de bonnes raisons de penser ce qu'ils pensent, et donc le fait de développer la culture, il faut le faire avec conviction mais sans illusion. C'est pas se dire on va faire ça parce que ça va forcément faire évoluer dans un sens qu'on voudrait. Et puis les pistes de progression que je vous propose, eh bien la première, et ça on l'a vu dans le cas des OGM par exemple, c'est que de moins en moins les gens s'intéressent au comment ça marche
Et les questions qui se posent, c'est plutôt qu'est-ce que ça change, et en particulier, qu'est-ce que ça change pour moi. Et alors assez souvent, c'est le cas des OGM était un débat typique, on avait tendance à dire, mais on va leur expliquer comment on fait des OGM. Et puis aujourd'hui, avec les nouvelles technologies génomiques, on repart un petit peu sur la même piste. Et en fait, les gens disent, même ça, c'est pas le problème. Enfin, moi, quand je vois un meuble qui m'intéresse, je me demande pas comment on l'a fait, je vois s'il est commode pour moi, quoi. Donc les gens ne sont pas forcément intéressés sur comment ça marche, mais par contre les questions qui se posent, mais finalement qui est-ce qu'il y a, qui est-ce qu'il perd, moi qu'est-ce que ça va changer. Donc il faut de plus en plus répondre à qu'est-ce que ça va changer pour moi et être capable effectivement d'y répondre, ce qui n'est pas toujours évident. Et puis l'autre point, c'est effectivement la question de tous les nouveaux médias. Donc on est tous les gens qui s'intéressent à la culture scientifique, s'intéressent à de nouveaux modes d'expression, que ça soit la BD, que ça soit le jumelage entre la science et l'art, et les différentes formes d'art, etc., ou tous les nouveaux médias numériques, etc. Il faut effectivement explorer cela, parce qu'on voit bien que la diffusion classique, parfois, n'a plus les codes que les gens peuvent comprendre forcément. Et puis, troisième idée qui me semble importante, c'est qu'on voit de plus en plus que quand les gens, on leur propose de venir sur un sujet donné, ils aiment bien être dans des endroits où ils vont pouvoir s'exprimer et où ils ont l'impression qu'ils vont être écoutés. Et alors, effectivement, assez souvent, quand on dit, bon, faut qu'on explique aux gens. Et le fait qu'on se dise, si on crée ces lieux de dialogue, il faut que ce soit des lieux dans lesquels les gens ont l'impression qu'ils vont pas venir et on les réunit parce qu'on a envie de les écouter. Parfois, on n'a pas ce réflexe. Or, de plus en plus, on voit bien que les gens ont besoin de ces lieux d'écoute, tous ceux qui ont l'expérience. Alors, parfois, ça déborde. Les gens ont envie de parler d'autre chose que le sujet que vous vouliez aborder. Mais effectivement, je pense que créer ces lieux d'écoute ou de co-construction, par exemple, les expériences de co-construction avec des visiteurs de musées d'une nouvelle exposition, on va dire, voilà comment on pourrait présenter les choses, c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant. Alors, je termine donc par quelque chose sur lequel je dirais il faut pas surestimer le désamour des gens pour les questions scientifiques et technologiques. La première chose, c'est que si vous réfléchissez à tous les métiers que font les gens, professeurs, juges, médecins, pompiers, que sais-je, citez-moi sur une main le nombre de métiers qui ne sont pas critiqués. Bon. Moi, pour le moment, j'en connais qu'un à peu près, sage-femme. Je n'ai pas entendu des gens dire du mal des sages-femmes. Bon. Et peut-être boulanger. Mais les pompiers, on les caillasse, les juges tous vendus, les instituteurs tous plaignants, etc. Bon. Donc, faut pas trop pleurer parce que, effectivement, on est critiqué comme d'autres métiers. Donc, voilà. Et puis, ce que je vous ai mis là, effectivement, c'est un sondage. Alors, je vous invite à aller le voir parce qu'il y a plein de tableaux de ce genre qui a été fait par l'IFOP en 2022, donc assez récemment, sur les affirmations sur les scientifiques. Alors, vous voyez que tout ce qui est en bleu foncé ou bleu clair, c'est que les gens sont plutôt d'accord, et puis ce qui est en rouge, c'est qu'ils sont pas d'accord. Donc, en haut, vous avez les scientifiques sont motivés par le désir de savoir, la curiosité, l'imagination, très d'accord. Les scientifiques travaillent dans le sens de l'intérêt général, quand même 80% à peu près. Les chercheurs scientifiques sont des gens dévoués qui travaillent pour le bien de l'humanité, pas loin de 80% aussi. Les scientifiques sont dignes de confiance, 80. Les scientifiques sont motivés par la compétition et le besoin d'être meilleurs. Là, ça commence à baisser un petit peu, donc on dit bon. Mais et puis les scientifiques privilégient les avancées scientifiques sans se préoccuper de leur impact parfois négatif sur l'humanité. Et là, beaucoup de gens disent oui, d'accord avec ça. Et puis le dernier, les scientifiques sont indépendants. Bon, c'est un peu ambigu. Donc on peut dire que les scientifiques ont plutôt une bonne image, et c'est plutôt la science qui parfois suscite, autrement dit, la démarche des scientifiques est considérée comme positive, mais le résultat, donc l'utilisation de la science, pose plus de problèmes. Vous voyez que, en particulier, je vais tout de suite à le dernier, le progrès technique sert surtout à augmenter le pouvoir de ceux qui gouvernent. On est à 60%. Le progrès technique accroît le chômage, ou à long terme, le progrès technique crée plus d'emplois qu'il n'en supprime.
vous voyez qu'il y a un certain nombre de gens qui sont quand même majoritairement d'accord avec ça. Autrement dit, c'est plus effectivement ce qu'on fait de la science qui interroge les gens que la démarche des scientifiques. Voilà, bon, écoutez, j'en ai terminé, et pour vous mettre un petit peu en abîme, je vous mets cette image d'un robot humanoïde qui consulte un ordinateur pour savoir comment se comporter dans la vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup Bernard. Ça marche pas ça? Ça marche? Non, ça marche pas. Il faut appuyer sur le bouton. Il faut appuyer sur le bouton. Ça marche. Voilà. Merci beaucoup Bernard pour cette vision. Je vais te poser une première question. J'arrive, on a à peu près le même genre de formation de biologiste, et puis